Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans Startup, l'émission qui s'adresse aux entrepreneurs. Aujourd'hui, une émission qui sera consacrée aux incubateurs. Ils participent au dynamisme de l'écosystème des startups et fleurissent partout en France. Les entreprises, les écoles créent les leurs, mais aussi les entrepreneurs ou les entrepreneurs soucieux d'aider les jeunes pousses ou encore les collectivités, voilà, c'est ce que je cherchais. Comment les incubateurs aident les startups à se développer? Quels sont réellement les avantages qu'ils proposent? On voit ça tout de suite dans le Talk Startup. Alors Marie Vorgane Lebarzik, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de Nouma. Alors Nouma, c'est le rapprochement de nombreuses initiatives menées par l'association Silicon Sentier, anciennement Silicon Sentier, et notamment l'espace de coworking La Cantine ou encore l'accélérateur de start-up Camping. Absolument. Damien Courbon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes cofondateur de Swapcard qui propose de faire sa carte de visite numérique. Exactement. Et enfin Romain Husson, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de HBLS Consulting, un cabinet de conseil en télécom qui propose aux entreprises de réduire leurs dépenses en télécom. Tout à fait. Alors on est ici en fait pour déterminer quel est le rôle d'un incubateur et quels sont ses avantages, peut-être ses inconvénients s'il y en a. Et ma première question est pour vous Marie, quel est le rôle exact d'un incubateur ? Alors, incubateur, accélérateur, tout ça est en train, comme vous le disiez, de fleurir. Ils ont tous la même ambition, la même vocation, c'est de dire qu'il faut donner des moyens aux startups d'accélérer, de pénétrer plus vite sur leur marché et de se développer dans les conditions les meilleures. Et si on doit regarder plus exactement, un incubateur, c'est quoi? C'est plus la première étape de la vie d'une entreprise et l'accélérateur arrive par la suite ou c'est un domaine un petit peu plus flou? Ouais, je ne saurais même pas le déterminer sur des étapes temporaires ou de développement. Je pense qu'aujourd'hui, finalement, c'est des produits qui de plus en plus mergent et se ressemblent avec des offres et des recherches de distinction qui correspondent aux ADN propres de chacune des organisations et à des parties pris, des positionnements différents. Et du coup, donc on est quand même à la première étape de la vie d'une entreprise. Combien de temps on reste dans un incubateur? Est-ce que c'est quelque chose qui est fixé à l'avance? Est-ce que c'est assez général ou est-ce qu'en fonction des entreprises, on peut, je ne sais pas, 1 an, 3 ans, en fonction des projets? Alors, si on doit faire la différence entre un incubateur et un accélérateur, effectivement, c'est un bon point. C'est-à-dire qu'un accélérateur, c'est un programme. Et c'est un programme qui est un programme court. Nos campings, ils sont accélérés pendant 4 mois avec un objectif qui est non pas de les tenir et de les maintenir attachés à nous, mais au contraire de leur donner les moyens de s'autonomiser, les moyens de se développer et le réseau qui va leur permettre ensuite d'avoir une croissance continue et rapide. Alors que je pense que dans un incubateur, alors j'ai pas toutes les règles de tous les incubateurs, on est sur des temps un peu plus longs et avec peut-être des parties pris un peu différents. Effectivement, justement, Damien, oui. Oui, pardon. Effectivement, un incubateur, bon, ça dépend peut-être de l'incubateur, mais on peut rester entre 1 et 3 ans. Et vous pouvez nous rappeler dans quel incubateur vous êtes? Donc, Swapcard est dans l'incubateur Créanova, qui fait partie de Paris Région Lab. Et donc, dans ce cas de Paris Région Lab, on est admis pour 1 an. Et ça peut être reconduit 2 années de plus. Et pourquoi vous avez fait le choix d'entrer dans un incubateur donc au lancement de votre société? Alors on ne l'a pas fait tout de suite au lancement de la société, on l'a fait dans un second temps. Et en fait, en plus des locaux que donne accès à l'incubateur, c'est surtout pour l'accompagnement, pour la communauté de start-up et d'experts qui accompagnent ces start-up, qui nous a vraiment motivés à rejoindre. Oui, allez-y. Si je devais ajouter quelque chose sur une variable peut-être entre incubateur et accélérateur, je pense qu'il y a une sélectivité dans les accélérateurs qui est beaucoup plus forte, avec en apparence des critères, on va dire, qui sont un peu différents. Je ne sais pas si tu avais postulé dans différents accélérateurs. Oui, en fait, on avait postulé dans un premier temps, mais tout au lancement de Swapcard. C'était peut-être un peu trop tôt parce qu'on était encore au stade de validation de l'idée, ces choses-là. Après, pour les incubateurs, il y a quand même une sélection assez forte, surtout parce qu'il y a une demande assez forte. Il y a de plus en plus de startups, ce qui est très bien. Mais donc ça veut dire en fait qu'on laisse la chance à tout le monde dans un incubateur et ensuite quand il s'agit d'accélérer la startup et de voir si le projet va réellement être porteur, on est un peu plus sélectif et on prend des projets qu'on est sûr de voir réussir. Finalement, dès le début, vu que les places sont chères, qu'il n'y a pas des places illimitées, il y a déjà une sélection dès la première étape. Après, effectivement, peut-être plus forte pour les accélérateurs qui ont moins de places encore.
Mais il y a une sélection dans tous les cas. Ouais, je pense que c'est la norme, la sélection d'entrée. Alors Romain, vous êtes dans l'incubateur de l'école de commerce qui s'appelle l'ESCA. Et alors pareil, pourquoi vous avez fait ce choix d'aller vous inscrire directement dans un incubateur? Alors nous, on a commencé le projet, on a démarré le projet 2 ans avant la fin de nos études. Donc on a commencé à travailler sur le business model assez tôt. On a démarré, à proprement parler, à plein temps à travailler en septembre 2013. L'idée de rentrer dans un incubateur était déjà là. On a sauté le pas assez rapidement derrière. En fait, on cherchait d'une part un accompagnement et puis aussi un cadre. C'est vrai que l'incubateur offre un cadre de travail qu'on ne trouve pas quand on travaille chez soi. Donc quand on dit un cadre, c'est-à-dire un lieu physique où il y a des gens qui travaillent également Un lieu physique, une émulation, des rencontres, une atmosphère de travail qu'on n'a pas forcément chez soi, un bureau, un vrai bureau qui ne sert qu'à travailler pour son projet. Donc ça, c'est la première chose. Et puis effectivement, deuxième point, c'est effectivement l'échange qu'on va y trouver avec les gens qui sont déjà là-bas. Donc ça, c'est nous ce qu'on a cherché à l'incubateur de l'ESCA. Et puis je voulais juste revenir sur les délais. Nous, ce qu'on voit généralement à l'ESCA sur les délais, alors c'est pas exactement normé. Nous, on est sur un objectif de 2 ans, grosso modo. Alors après, on espère partir avant dans le sens où si on arrive à décoller avant 2 ans, c'est que tout s'est bien passé. Maintenant, et donc c'est 2 voilà. ans pour toutes les startups? Non, c'est très souple. Hein. Nous, ce qu'on voit à l'ESCA, c'est très souple. C'est généralement en fonction des besoins. On verra après si on voit que nous, on a les moyens de partir plus tôt, on partira plus tôt. Mais... Alors, vous avez tous les deux commencé à travailler sur vos projets avant d'intégrer l'incubateur. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi l'incubateur vous facilite la vie et surtout comment c'était avant? Est-ce que c'était un peu plus la galère avant et que l'incubateur a vraiment aidé à cadrer le projet? Damien, peut-être d'abord? Alors pour ce qui est de cadrer le projet, oui effectivement, ce qui est un suivi personnalisé avec un chef de projet dédié à vous, donc ça vous permet de structurer un peu votre startup. Ensuite, ce qui est de l'émulation des rencontres avec entrepreneurs, c'est possible de le faire hors incubateur parce qu'il y a tellement d'événements, finalement on le fait depuis le début. Mais ça permet d'en faire plus et surtout, moi je trouve que ça apporte une crédibilité un peu à la startup. Notamment, nous on a commencé à démarcher des clients là, il y a quelques mois. Et on se rend compte que le fait d'être dans un incubateur donne une crédibilité en plus. Ça apporte, je vais rebondir, mais ça apporte une atmosphère de travail. Je crois que le mythe de l'entrepreneur qui travaille sur son canapé, c'est pas un mythe autant qu'on le pense. Donc vraiment, la crédibilité, je pense. Et puis on a besoin de rencontrer des gens. Oui, on a besoin de rencontrer des gens. Et puis le matin de se dire, je pars de chez moi pour aller travailler, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'on a une vraie coupure entre la vie personnelle et la vie professionnelle du projet. Et je pense que c'est vraiment important de l'avoir. Et par exemple, par rapport à Numa, il y a plusieurs étages et donc il y a aussi des espaces de coworking, des espaces gratuits, des espaces avec plus ou moins d'accompagnement. C'est quoi la différence entre un espace de coworking pour toi et parce que tu dis un des trucs importants c'est de se lever et de... Ouais. C'est vrai qu'on rencontre aussi des gens dans un espace de coworking. En quoi l'incubateur est plus que simplement un espace de coworking où on va discuter à la machine à café et être dans un lieu où il y a 20 personnes? Enfin, c'est surtout l'accompagnement, moi je trouve, parce qu'on allait dans des espaces de coworking, on allait au Numa au début, et c'est vrai qu'on peut déjà faire des rencontres, on se donne déjà un cadre. Après, il y a un accompagnement qui est plus fort dans un incubateur, avec un véritable suivi, avec beaucoup d'événements, de formations, des rencontres avec des investisseurs, des grands groupes, des choses comme ça, qu'on n'a pas forcément dans l'espace de coworking, ou qu'il faut aller chercher plus. Là, c'est vrai que c'est plus accessible. Alors comme vous le savez, c'est une émission où les internautes peuvent nous poser leurs questions en direct et on a Marie qui nous demande combien coûte une place dans un incubateur. Donc ça, ce sera peut-être plus d'abord une question pour Marie justement, avant ensuite de vous la poser à vous. Alors nous, encore une fois, on est un peu hybride. Hein. Le rez-de-chaussée au Numa, il est totalement gratuit. Donc le plus important, c'est d'arriver tôt pour être sûr qu'il y a encore de la place. Là, c'est une question de motivation. Et puis on a un espace qui est un espace de coworking. Donc là, on est avec un accompagnement qui est plus léger et puis surtout qui n'est pas spécifique entreprise, mais qui relève plus de l'animation collective. Et donc là, on propose quoi? Une ligne téléphonique, un ordinateur, une machine à café? Non, pas de ligne téléphonique, pas d'ordinateur. La machine à café, tu descends au café et puis tu vas te servir un café. Et on va dire, on est surtout sur le fait d'avoir un bureau, un espace avec des gens qui sont dans la même problématique que toi, peu ou prou, et avec lesquels tu vas pouvoir expérimenter des collaborations et peut-être même te développer. Et puis ensuite, il y a effectivement le camping qui est encore un accélérateur, donc sur un modèle cadré et spécifique, où là, il y a plus de 300 candidatures, on en sélectionne 12. C'est un vrai parti pris, c'est un vrai pari, donc ils ne payent pas, ils reçoivent une bourse. Hein. Ils reçoivent une bourse donnée par Numa.
qui est donnée par Google, qui est une bourse de D'accord. quelques Donc milliers un d'euros. partenariat entre Numa et Google. Exactement, qui donne quelques milliers d'euros aux start-upers en considérant que ce soit pour s'acheter de la presta pour sa start-up ou pour s'acheter des pâtes, il en fait ce qu'il veut ou pour le mettre à son capital. En tout cas, c'est une petite somme d'argent pour l'équipe qui en fait ensuite ce qu'elle veut. Et puis ensuite, c'est totalement gratuit. Et voilà, mais c'est un temps, encore une fois, qui est un temps très court. Et dans les autres éléments gratuits, il y a toute la mise en relation avec les avocats et les experts comptables. Enfin voilà, tout l'environnement juridique qui est nécessaire à la création d'entreprise, qui lui aussi est totalement gratuit. Et c'est des négociations qui sont faites en fait avec ces experts-là, qui acceptent de donner un certain nombre d'heures gratuits aux start-upers qui sont en présents. faisant un pari sur l'avenir, en se disant que peut-être à terme, il y aura un intérêt à travailler avec eux. Romain, Damien, vous payez pour être présent dans l'incubateur et pour avoir accès au service? Nous, on est sur un schéma un peu différent. On est sûr tous les matins en arrivant qu'on trouvera une place et un bureau parce que les bureaux sont attribués. Donc ça, c'est le gros avantage. On est sur on est sur deux schémas différents. On a un schéma open space, donc avec son bureau attribué malgré tout, mais on travaille avec plein d'autres entreprises autour, donc ça c'est sympa au niveau de l'émulation. Et puis on est sur un schéma de bureau fermé qui font le tour de l'open space, dans lesquels on se dirige quand on a un peu plus de maturité au niveau de l'entreprise. Donc ça c'est la première chose, c'est un point qui est assez important. Enfin, nous on se serait mal vu pour le coup arriver le matin en se disant qu'on va trouver une place. Le deuxième point, au niveau de l'accompagnement, c'est vrai qu'on est assez bien suivi. Alors on a un accompagnement d'un tuteur qui nous est désigné, attribué si je puis dire, au moment où on rentre à l'incubateur. Donc on fait des points réguliers. C'est une école de commerce, donc c'est un professeur qui vous accompagne? C'est un professeur de l'école, tout à fait, ouais. Qui nous est attribué au moment où on rentre à l'incubateur. Nous on a eu la chance d'avoir professeur de droit, une professeure de droit, on aurait pu avoir autre chose, mais bon, l'accompagnement nous permet de faire des points réguliers tous les 3 mois environ. On a des coachs qui passent régulièrement, là en l'occurrence le lundi, qui vient suivre les projets, nous demander comment ça évolue. On a régulièrement des professeurs de l'école qui passent comme ça, par plaisir, nous demander, faire le point sur les dossiers, nous filer des contacts, donc ça c'est plutôt le côté sympa. Et donc tout ça est totalement gratuit? Et tout ça n'est pas totalement gratuit, j'y viens. Et la troisième chose, c'est qu'on a un accompagnement, on peut faire appel à un cabinet d'experts comptables ou des juristes. Ça, c'est gratuit aussi. Et en fait, tout ce que je viens de décrire est compris dans un pack qu'on vient payer au forfait, grosso modo 100 € par mois par poste. Entre 100 et 150 €. Donc c'est même pas une participation au chiffre d'affaires, c'est complètement fixe. Et vous, Damien? Paris Région Lab, c'est un peu pareil, un pack de 1 500 € par mois qui comprend des loyers, un accompagnement, des événements, l'accès à tout ce qu'ils proposent. On a le bureau fermé, le café, l'imprimante, Internet, toutes ces choses-là. Et en fait, ça nous permet aussi d'accéder à des financements avec la BPI, une banque publique d'investissement, qui finalement en fait, finance ce loyer, ces 1 500 € par mois et même un peu plus. Et ils sont assez adaptés aux besoins des startups dans le sens où ils attendent qu'on reçoive cette subvention pour commencer à nous faire payer ces loyers. Donc finalement, on n'a pas de coût. Et c'est vrai, ouais, Marie, oui, un des points que je voulais ajouter, c'est vrai que nous, dans la spécificité du camping, c'est que c'est nos partenaires, donc BNP, l'atelier, Google, Orange et puis SNCF, pour les citer tous, enfin la région, qui financent et ça structure aussi les relations entre les grandes entreprises et les entreprises, les startups ça permet qui sont de créer une relation sélectionnées. entre les deux et des endroits où ils peuvent se rencontrer. Exactement, qui n'est pas du tout une relation de dépendance parce que ça passe par nous, c'est-à-dire pas un financement direct, mais en revanche qui crée des opportunités de marché. Et c'est vrai qu'on voit, il y a des stats assez intéressantes sur le camping avec au moins 50% des startups qui, avant la fin du camping, ont signé leur premier marché avec un des partenaires. Donc c'est un des éléments un peu... Ça permet il y a du financement, il y a un accompagnement, mais c'est aussi une offre de clientèle quelque part. Exactement. Et pour les grandes entreprises, c'est un vrai, on va dire, c'est un vrai point d'inspiration et de réflexion sur la façon dont ils intègrent aussi leur collaboration avec des startups sur des modalités d'achat qui ne sont pas toujours totalement structurées pour ça. C'est vrai que c'est aussi un vrai avantage de l'incubation de donner accès. Paris Région Lab donne aussi avec Club Open Innovation, rencontrer des grands groupes, pouvoir signer des premiers deals avec ces grands groupes. Eux, ils ont vraiment besoin d'innovation, donc ça les intéresse. Et ils nous permettent, Paris Région Lab aide un peu à accélérer ces choses-là qui, en dehors, peuvent prendre beaucoup de temps pour une start-up. Et c'est vrai que c'est un grand avantage des incubateurs aussi. D'être identifié. Alors, je me vole ma prochaine question. Quelles sont les conditions pour intégrer un incubateur? Alors, on va commencer par le Numa. On a peut-être un petit peu déjà répondu tout à l'heure, mais concrètement, pour intégrer plus alors le camping, alors l'accélérateur.
L'équipe. il y a- C'est vraiment une Non, équipe là- qui marche, Ouais. Ce qu'on regarde le plus, c'est la structure de l'équipe. Est-ce qu'elle est cohérente? Est-ce qu'ils ont déjà collaboré? Est-ce qu'ils sont alignés sur les intérêts? Parce que ça, c'est des points d'explosion possibles. Et puis l'ambition. Parce qu'on sait qu'il y a un produit de départ avec lequel ils arrivent, un projet. Et ce projet, il va être mis dans une espèce de machine avec plein de gens qui vont venir leur secouer la tête, leur poser des questions et parfois des nouvelles méthodologies aussi pour apprendre à réviser et à affiner leurs produits. Et ça amène des pivots qui sont parfois majeurs. Donc on sait qu'entre le produit qui rentre et le produit qui sort, il peut y avoir une différence totale. Donc ce sur quoi on s'attache, c'est la façon dont l'équipe va être en capacité se transformer, d'entendre, de comprendre et de pouvoir affiner sa pénétration sur un marché Et international. comment on le vérifie ça? Ça veut dire qu'il y a d'abord un dossier, puis ensuite c'est quand on les voit, il y a une présentation, on voit comment ils Études s'entendent. psychologiques, test Test graphologique. Test d'endurance, exactement. Non, mais c'est des... On va dire les experts qui sont réunis pour étudier les dossiers savent reconnaître, et nous-mêmes, enfin ça fait un petit peu de 12 ans que je suis dans l'environnement, reconnaître les signaux d'une équipe qui, comme on dit, le feu sacré, c'est-à-dire cette espèce de cohérence où on sent que y a un vrai gros potentiel. Ensuite on se trompe parfois. En 2 mots, il faut faire rêver le jury pour rentrer. Il faut accepter de faire des rêves et d'avoir envie de les réaliser. Ouais. Romain, Damien, comment vous avez été sélectionné vous? Juste pour rebondir, je pense que c'est vrai, l'ambition c'est un des points importants. En fait, c'est ce qu'on nous a dit nous, tout se vend. Si on a envie de le vendre, tout se vend. La question c'est de savoir jusqu'où on a envie d'aller et où on a envie d'avancer, à quelle vitesse et puis où on a envie de s'arrêter aussi. Et je pense que le deuxième point, enfin ça c'est le premier point, le deuxième c'est la qualité du business model. Nous on a quand même un dossier d'une vingtaine ou une trentaine de pages à rendre. Donc ça nous oblige aussi à aller au fond des choses. Quand on est entrepreneur, on a quand même rapidement l'illusion de tout avoir dans la tête, que tout est bien structuré. Quand il s'agit de le mettre sur le papier, on se rend compte qu'il y a quelques points quand même où c'est pas cohérent. Donc ça c'est important. Donc ça permet puis, de bien poser son projet, de réfléchir. Tout à fait, d'aller au fond des choses. Et la troisième chose, c'est les porteurs de projet. Évidemment, nous on est arrivé sur un projet où on était 4. Voilà, il faut le vendre. Tout le monde nous a dit vous êtes nombreux, est-ce que vous êtes sûr que ça va marcher? Et bah ça marche. Ça marche. C'est pas tous les jours évident. On a aussi des relations personnelles qui rentrent là-dedans, mais franchement dans l'ensemble, c'est quand même une équipe qui roule vachement bien. L'ambiance est là quasiment, est au rendez-vous. Et ça comptait pour l'ESCA, que vous vous entendiez bien et que vous explosiez D'une part, pas ça en comptait plein pour vol. l'ESCA et je pense que surtout, ils nous auraient dit, si jamais, quand ils sentent qu'une équipe ne va pas marcher, c'est aussi l'objectif de dire non, on ne vous laisse pas rentrer, ça sert à rien, vous allez faire 3 mois. Vas-y. Damien, vous, les conditions pour rentrer? Alors, effectivement, l'équipe, un point très très important. Après, c'est toujours bien d'avoir une petite crédibilité, donc ça peut être soit en ayant fait une étude de marché ou de faisabilité, prouver son concept. Le mieux, c'est encore de faire un premier prototype et de le tester un peu. Voilà, c'est pas grand-chose. Avoir commencé avant d'intégrer l'incubateur. On ne peut pas vendre, simplement prouver qu'il y a un réel besoin, des choses comme ça, sans aller forcément très loin. Ça peut vraiment être... Alors, il y a un point critique comme chez nous, c'est le fait d'avoir un CTO intégré. Je pense que c'est de plus en plus partagé dans les incubateurs. C'est le fait de dire, il faut avoir quand un tu n'as pas CTO d'argent, intégré pour... parce qu'en fait, quand tu n'as pas d'argent, ton produit, il faut que tu puisses le développer et puis surtout le réaffiner. Les méthodes qui sont de plus en plus sur le fait de réajuster, d'analyser ces métriques quasiment quotidiennement. Donc si la compétence n'est pas intégrée, on ne peut pas faire ce pari-là. Ça évite de dépenser des fortunes en CTO ou en service extérieur. Donc c'est et puis un c'est gage deux de cerveaux, succès il y a pour, un CEO, CTO, tout ça fait... Nous, c'est un peu une leçon qu'on a appris dès le début. Quand on s'est lancé, on avait un peu le mauvais réflexe de se dire il y a des choses qu'on ne sait pas faire, on va les sous-traiter. On s'est très vite rendu compte que ce n'était pas la bonne chose. On s'est dit il y a des choses qu'on ne sait pas faire, on va les apprendre et on va les faire. On a mis un peu plus de temps, mais ça a tout changé, effectivement. Alors, une question que doivent se poser beaucoup d'entrepreneurs, et c'est Babar qui nous la pose. Si on n'est pas capable de voler de ses propres ailes, est-on obligé de sortir à la date prévue? Chez Nouma, par exemple. Oui. Ça motive en même temps Chez nous, non. À l'ESCA, non. C'est ce que je disais, il n'y a pas de normes. On va voir en fonction généralement de l'état d'avancement de l'entreprise. Je pense qu'en même temps, l'ESCA a l'intelligence de dire si ça fait 4 ans que vous êtes là et qu'on est toujours au stade du démarrage, bon, les gars, peut-être penser à autre chose. Mais globalement, non. Si vous avez besoin de 6 mois de rab, il y a 6 mois de rab sans problème.
Damien également ou... Alors, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Après, je sais que Paris Région Lab accompagne des startups jusqu'à 3 ans. Donc, ça, a priori, au bout de 3 ans, on est capable de voler de ses propres ailes. Nous, il y a un phénomène qui se passe vraiment pour reprendre l'exemple du camping, qui se passe quasiment à la fin de chaque saison, c'est que les entreprises se regroupent pour pouvoir prendre des locaux ensemble. C'est généralement celles qui ont levé qui prennent les locaux à leur charge et puis il y a un échange de bons procédés les autres. Et du coup, le collectif se reconstitue à l'extérieur, ce qui est à la fois une façon de maintenir l'effet de collectif et puis d'encouragement, de croisement, de diversité et tout ce que ça peut apporter. Et puis qui est aussi une façon de poursuivre l'aventure, mais c'est une vraie preuve de succès, je pense. C'est aussi ça qu'on cherche en incubateur. Nous, on a pas mal d'entreprises qui sont parties aujourd'hui et qui se retrouvent sur des petits pôles, qui ont monté des microcosmes d'incubateurs sur du coworking et sur l'espace de travail partagé. Alors donc en fait, on est tous d'accord qu'il y a de l'émulation, on crée un réseau. Alors ce réseau justement, est-ce que c'est simplement les entrepreneurs qui sont avec nous dans l'incubateur ou est-ce que les incubateurs mettent à disposition le réseau des anciens start-upers, donc des anciens start-upers qui ont grossi, enfin je l'espère en tout cas. Ah bah, totalement. Enfin, c'est comment? C'est des conférences, c'est des événements, c'est des échanges qui sont structurés ou pas structurés, mais vraiment pour nous, l'alumni des saisons précédentes est une ressource majeure du camping, avec des retours d'expérience qui sont extrêmement efficaces. Quand les startups, il y a Swap là, qui rentre de New York, qui me dit l'alumni c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il est arrivé et en fait il a grâce à l'alumni, tout de suite trouvé les bons contacts, les bons réseaux pour rencontrer les bonnes personnes, en tout cas rentrer dans le réseau. Et ça se passe, on va dire, à tous les niveaux, avec des niveaux de coopération qui sont très très élevés parce qu'il y a un esprit de corps fort. C'est vrai qu'il y a une solidarité impressionnante. Et puis c'est vrai que c'est des startups qui sont passées par les mêmes problématiques que nous et qui apportent des solutions très concrètes. Et sur la question des financements, parce que c'est un peu ce que recherchent beaucoup de start-upers, est-ce que les incubateurs sont vraiment là, donc pas forcément pour vous financer, mais pour vous aider à chercher des financements ou des subventions? Et comment? Est-ce que ils vous rédigent les dossiers à votre place? Est-ce qu'ils vous aident à les rédiger? Est-ce qu'ils vous disent où aller les chercher? Parce qu'on ne sait pas forcément où aller les chercher. Peut-être, je ne sais pas, à l'ESCA ou à Paris Région Lab est lié à la BPI et nous aide à obtenir ces subventions. De la BPI seulement, mais peut-être pour trouver des investisseurs après. Ou d'autres, et oui, avec des investisseurs, avec des pitch days, des choses comme ça. Ouais, non, ils accompagnent. Après, ils ne font pas le boulot à votre place, c'est à vous de rédiger le dossier, mais ils vont vous expliquer comment le faire. Ils vont vous permettre d'accéder, de rencontrer ces personnes-là. Et donc ils organisent des rencontres avec. Il y a des rencontres avec des investisseurs, avec des pitch days. Moi, je suis mal placé pour en parler parce qu'on vend de la matière grise et qu'à financer, ça coûte pas si cher, donc on n'a pas eu besoin d'aller chercher d'investisseurs. Je sais qu'il y a des cercles d'investisseurs qui sont organisés par l'école. Donc qui permettent de rencontrer pour les levées de fonds, etc. Il y a, pour rebondir sur le réseau des anciens, effectivement, pas mal d'entreprises qui ont déjà fait des levées de fonds, donc ils vont donner des contacts, qui vont donner des tuyaux pour aller lever des fonds. Et puis, ça permet de rapidement lever des fonds. Nous, on n'a pas eu besoin aujourd'hui, en tant que boîte de conseil, on n'a pas eu besoin d'investissement. Ce qu'il nous fallait, c'était du bureau, du temps et de la matière grise à vendre. Et vous l'avez eu? Et on l'a eu. Et puis, alors, dernier point, c'est quand même, il y a une bourse qui est organisée par l'ESCA à proprement parler, qui est attribuée partiellement aux priorités aux entreprises de l'incubateur. Donc ça permet de lever quelques milliers d'euros. Ça permet de notre côté, il y a un réseau, des investisseurs. Alors c'est très structuré parce qu'au bout de 4 mois, les startups se présentent aux investisseurs sur le Démo Day. Et donc là, il y a une 60aine d'investisseurs nationaux et internationaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des relations de confiance assez fortes parce qu'il y a eu des bonnes expériences d'investissement avec des histoires comme celle de Mesagraph qui s'est fait racheter par Twitter, des choses comme ça qui... Et alors, dernière question avant de passer à Money Time, est-ce que selon vous, le fait pour une startup d'intégrer un incubateur rend la startup plus crédible au niveau des clients, au niveau des investisseurs, au niveau des subventions? Ouais, ça veut dire qu'il y a eu un premier niveau de filtrage. Aujourd'hui, on est quand même sur un mouvement exponentiel de création d'entreprises. Je ne serais pas loin de parier que toutes les 5 minutes, une startup se crée ou une entreprise se crée à Paris. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui est très fort et qu'on n'a jamais vu à ce niveau-là.
Et de fait, du point de vue des investisseurs, aujourd'hui, la question du deal flow n'est plus un sujet. Les sujets, c'est plus différenciant. Ils reçoivent des dossiers qui sont des dossiers de start-up plutôt de qualité. Donc on a une quantité incroyable de matière pour ces gens-là, et avec, je pense, effectivement, c'est une forme d'efficacité, de simplification, que de se dire qu'à tel endroit, il y a des gens qui ont reçu un certain nombre de conseils, ou en tout cas un entourage qui a pu les aider à se structurer de manière plus forte. Maintenant, je pense que ni incubateur ni accélérateur ne sont nécessaires et indispensables pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment une façon d'accélérer la maturation de l'écosystème et la croissance des entreprises. Mais je pense... Enfin, voilà. Oui, au camping, par exemple, toutes les startups qui sont entrées ont fonctionné par la suite. Ça a été vraiment une sélection qui a montré que c'était des startups crédibles. Ah non, mais il y en a même qui se sont totalement arrêtés. Lima, qui s'appelait totalement autrement, je ne sais plus comment, qui était saison 2 ou 3, a décidé, au bout de 3 mois d'accélération, en fait, je ne me présente pas aux investisseurs, et voilà, j'ai besoin de faire un pivot. Et en fait, 1 an plus tard, il a, sur Kickstarter, levé plus de 1 million et des brouettes, et aujourd'hui il vient de faire une belle levée à 2,5 millions. Donc voilà, il y a des histoires qui sont comme ça, des histoires de pivot avec des jolies réussites comme celle-là, et puis il y a des gens qui s'arrêtent le premier mois, le deuxième mois, et c'est aussi une façon de dire à un moment donné, écoute, c'est pas trop la question de c'est pas le bon projet, c'est plus la question de dire c'est pas la bonne équipe. Et si vous tenez, enfin voilà, pour ce projet-là, et d'accélérer aussi le fait qu'il lâche pour faire autre chose. C'est pas forcément toujours une mauvaise chose, c'est bien Absolument. de se rendre compte assez rapidement parfois que le projet ou que l'équipe ne fonctionne pas. Voilà, donc ça permet de tester avant de recommencer par la suite. Et donc on va maintenant passer à la deuxième étape de cette émission, la rubrique Money Time. Money Time, l'occasion pour de jeunes entrepreneurs de pitcher le concept de leur start-up. Nous en avons 2 ici aujourd'hui. Et d'abord Swapcard. Alors Damien, Swapcard, qu'est-ce que c'est ? Alors Swapcard, c'est une plateforme web et mobile d'échange et de gestion de contacts. Donc plus concrètement, l'application mobile vous permet de créer une carte de visite numérique qui ressemble à une carte de visite traditionnelle, mais qui est plus interactive avec vos réseaux sociaux et tout ça, et de l'échanger facilement à travers l'app ou tout simplement par mail ou SMS. Donc en fait, vous avez lancé une application le 12 juin. Exactement. Et grâce à cette application, on échange sa carte de visite de smartphone à smartphone. Voilà. On peut l'échanger à des personnes qui n'ont pas l'application aussi via mail ou SMS. Et l'avantage, c'est toutes les cartes de vos contacts que vous recevez se maintiennent automatiquement à jour sur l'appli et sur votre répertoire. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer un concept En comme fait, celui-ci ? à l'origine, on est donc 3 cofondateurs qui travaillent dans des entreprises assez différentes. Et on s'est rendu compte que quel que soit le secteur ou la taille de l'entreprise, la gestion des contacts était encore assez laborieuse. On passait son temps à devoir mettre à jour des contacts parce que la moitié devenait obsolète très rapidement. On passait son temps à gérer entre différents outils. Voilà. Et ensuite, on s'est dit, avant de résoudre ce problème de gestion de contact, on va changer la façon dont les gens échangent leurs coordonnées. Et c'est vrai que les cartes de visite papier sont encore là en XXIe siècle, alors qu'elles ne sont pas compatibles avec les smartphones obsolètes. Voilà. Romain, HBLS Consulting, qu'est-ce que c'est ? Alors HBLS Consulting, c'est de l'audit simple et rapide. On fait dans l'efficacité et puis surtout dans la simplicité et dans la clarté. En fait, on propose aux entreprises de les aider à réduire leurs charges de communication, de télécom, donc téléphonie fixe, mobile et Internet. En affichant clairement dès le départ le tarif avec lequel on va réaliser l'audit. Aujourd'hui, HBLS Consulting, quand nous on réalise un audit, on va prendre 35% des économies réalisées sur 1 an. Donc le client qui nous reçoit, si il a envie de faire un audit chez lui, nous demande une prestation, on lui remet un rapport. En fonction de ça, soit il décide d'appliquer et on vient récupérer 35% d'économies qu'on lui aura fait gagner, soit il décide de ne pas appliquer et puis chacun repart chez lui simplement. Et donc comme ça, il n'a rien à perdre. Et comme Damien, l'idée vous est venue de vos expériences en entreprise ? Oui, d'une part. Après, c'était aussi une motivation. On avait envie de travailler, on est 2 profils finance, on avait envie de travailler plutôt en B2B qu'en B2C. Et puis le conseil est un moyen aussi de rencontrer des acteurs d'entreprises diverses et variées. Ça nous a permis de travailler avec des entreprises dans l'industrie pharmaceutique. Enfin, on a des négos avec des entreprises du pharma, du pétrole, de l'industrie classique. Voilà. Après, ça va sur on va de la toute petite structure cabinet médical à des bonnes PME de 200 ou 300 personnes. Donc voilà, on voit un peu tout et c'était d'abord ça la motivation. Marie, en conclusion, un avis sur ces 2 startups qu'on vient de présenter ?
Je pense qu'il y a un usage pour Swapcard qui est extrêmement pertinent. Voilà, de se dire on est sur un marché qui a nos limites. Oui, tout le monde utilise des cartes de visite, effectivement. Ouais. Avec une vraie problématique de gestion, d'efficacité, et on voit bien la façon dont ce produit, on va dire, est efficace et pertinent. Après un taux il peut y avoir une traction voilà, extrêmement forte. J'avais envie Je vous invite à la télécharger gratuitement pour la tester. Ouais. Et donc, moi, je vois très bien l'objet, l'enjeu, l'attente et le besoin d'accélérer, parce que j'imagine que si toi, tu as identifié ce besoin-là, on n'a pas posé la question des concurrents, mais j'imagine que... C'est vrai que c'est un marché où il y a une concurrence assez importante. Voilà, à donc nous de se démarquer. exactement, s'il faut aller plus vite, être plus fort, être plus grand, ça pose des vraies questions. Ensuite, toi, tu es plus sur un sujet qui est un sujet de consulting, donc avec une croissance qui appelle, on va dire, c'est pas les mêmes niveaux de traction, c'est du B2B, ça veut dire que c'est pas les mêmes enjeux de développement, d'investissement. On n'est pas sur de la start-up, pour en parler. On n'est pas sur de la start-up, et donc c'est on va dire un objet, une entreprise assez classique avec l'identification d'un marché qui est en recherche d'économie au sens large et qui est, on va dire, probablement un propos extrêmement pertinent parce que des cost-killers, il y en a de plus en plus, parce que c'est des enjeux aussi pour pouvoir réinjecter de la valeur là où c'est réellement utile sur son business pour une entreprise, et c'est ce que vous proposez. Et puis c'est un marché sur lequel on a beaucoup de concurrence. Maintenant, on est les seuls à travailler de la façon dont nous on le fait. Et donc être simple et clair, vous ne trouverez jamais un cabinet aujourd'hui qui vous dit je vous dis à l'avance combien vous allez payer. Et ça, c'est d'arriver chez le client en disant... Ouais. C'est un deal hyper clair. Oui, exactement. Le deal, c'est transparent. La prise de risque. Merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, Kevin Degnaud vous présentera le kit de survie pour monter sa start-up, écrit par le magazine Madines. En attendant, très bonne journée à tous.